Sud Radio dans tous ses états, Maxime Liédot. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour 2 heures d'information et avant que je vous annonce le menu, on va dire du déjeuner qu'on va passer ensemble durant ces 2 prochaines heures, il faut que je vous parle d'une bonne nouvelle, mais oui, il y en a, c'est un sondage au Doxa qui vient de tomber, 8 Français sur 10 soutiennent les grands projets d'aménagement et 7 sur 10 condamnent les méthodes des activistes écologistes radicaux. C'est donc enfin un divorce net, un divorce brutal. La radicalité écolo ne fait plus recette, mesdames, messieurs, même chez les sympathisants écolos. Même à gauche, donc nous pouvons l'affirmer. Les Français aiment la planète, ils veulent la sauver mais sans brûler le pays. Les Français dans leur immense majorité sont favorables aux grands projets d'infrastructure, aux lignes de train, au nucléaire, aux panneaux solaires, c'est-à-dire pour l'écologie concrète, sérieuse et efficace. Donc les Français veulent cette écologie, disons, de solution, pas cette écologie d'intimidation. C'est donc une transition qu'ils veulent, pas une régression. Ils veulent avancer, pas s'enchaîner totalement au rail. Le programme de cette émission est riche, évidemment, notamment pour cette fin de semaine. Et à 13h, on va longuement discuter avec 2 invités de choix. Aurélien Duchesne, consultant en géopolitique et défense, chargé d'études à Eurocréative, et Paul Azibert, qui est directeur général de Vortigen, pour se poser une question. La Chine, les États-Unis notamment, la Russie, qui sont aujourd'hui dans un contexte géopolitique absolument bouleversé, qui sont encore réellement nos alliés, qui sont nos nouveaux alliés? Doit-on aller chercher du côté de l'Asie, du côté de l'Afrique, outre-Atlantique? Et puis viendra bien sûr la question de la confiance. Peut-on encore aujourd'hui discuter sereinement avec les États-Unis? Doit-on condamner la Russie, on va dire, à une mort diplomatique certaine? J'attends vos commentaires, vos analyses, vos réactions au 0826 300 300. À 12h30, vous allez voir, c'est un choc parce que la question nous oblige, mine de rien, à une certaine horreur. Est-ce qu'on aurait pu éviter les viols de Mazan? La réponse était la oui, si on lit et si on se plonge dans le livre de Laurent Valdiguier, grand reporter notamment Justice à Marianne. Il évoque non pas la vie de Dominique Pellicot, mais les vies qu'on ne connaît pas de Dominique Pellicot. Une suspicion de viol, encore, une agression sur une fillette de 12 ans notamment, et une suspicion de meurtre il y a quelques années, et une erreur gravissime de la justice en 2010 où ce dernier aurait pu être arrêté. Toute la vérité sur Dominique Pellicot, un monstre que la justice française n'a pas su empêcher. Là aussi, vos témoignages, vos réactions, 0826 300 300. Mais dans quelques instants, le sujet sera l'armée. Notre armée, plus précisément, est-elle capable de tenir plus de quelques semaines en tas de conflits de grande intensité? Un rapport a été publié par Quelques Heures. Son notaire est avec nous dans quelques instants. Vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio dans tous ses états, Maxime Liédot. Notre armée, plus précisément notre artillerie, est-elle prête à se battre dans un conflit de haute intensité? Une phrase choc dans un rapport qui est sorti il y a quelques heures. La France ne dispose pas de réserves suffisantes pour soutenir durablement un effort d'artillerie intensif. À l'heure actuelle, les stocks permettent de tenir quelques semaines au mieux. Bonjour Jean-Louis Thiriot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député de Seine-et-Marne, membre de la commission de défense et ancien ministre délégué aux armées et aux anciens combattants. Une première question me semble indispensable avant qu'on rentre dans le détail de ces lignes que vous avez publiées il y a quelques heures. Vous rendez un rapport dans un contexte stratégique en pleine mutation. Après sa publication et avant, une fois de plus, qu'on rentre dans les détails, dans quel état d'esprit êtes-vous? Plutôt positif, plutôt inquiet, plutôt prudent, plutôt sévère sur l'état de l'artillerie en France? Je suis vigilant. Nous payons le prix du choix d'encaisser les dividendes de la paix et de la conviction largement partagée par le monde politique, au moins jusqu'en 2017, de considérer que la guerre avait définitivement déserté le continent européen. Très curieux, je m'entends. Aujourd'hui, ce n'est évidemment plus le cas. La guerre en Ukraine date de 2022. On aurait dû être vigilant dès 2014 avec l'occupation de la Crimée, parce qu'en fait, la guerre, elle a commencé en 2014. Donc aujourd'hui, on a commencé avec les 2 LPM à remonter en puissance, mais on est encore très loin d'être arrivé au niveau qui s'impose. Nous avons à l'Est une menace majeure qui est la Russie, et évidemment, il faut être capable d'y faire face pour adosser notre dissuasion nucléaire à une dissuasion conventionnelle crédible qui évite une éventuelle aventure chez les pays baltes ou ailleurs. Pour que le grand public comprenne les enjeux, au-delà des termes barbares et des noms d'armes complexes qu'on peut entendre ici et là, notamment sur certains plateaux,
Quels sont d'abord les 3 grands enseignements, pour être le plus pédagogue possible, que vous tirez après publication de ce rapport ? Premier enseignement, l'artillerie, qu'on avait négligé parce que le modèle français était les opérations extérieures, je pense au Sahel par exemple, est absolument vital. On revient à la situation de 14-18, de la fin de 14-18, qui est que l'artillerie conquiert et que l'infanterie occupe. Et d'ailleurs, vous dites dans le rapport, je me permets de donner cette information, l'artillerie, dites-vous, est responsable d'environ 70% des destructions dans la première phase du conflit, si on se focalise sur ce qui s'est passé en Ukraine, pour bien qu'on comprenne en quoi aujourd'hui l'artillerie est absolument majeure dans un combat de haute intensité. Deuxième enseignement. Deuxième enseignement, le champ de bataille aujourd'hui, dans l'hypothèse de la haute intensité type Ukraine, est marqué par l'absence de supériorité aérienne, où il ne peut y avoir des supériorités aériennes que localisées. En clair, ce qui était la vision occidentale, qui était de dire l'aviation nettoie la menace et ensuite l'armée de terre avance, ça n'est plus aujourd'hui d'actualité. Donc l'artillerie, sous toutes ses formes, c'est-à-dire le mortier, le canon, en particulier le César, le lance-roquette qui va plus loin, redevient absolument capital, avec cette transparence du champ de bataille lié au drone qui fait que l'artillerie peut être frappée, donc on doit être capable d'avoir une masse importante. La troisième leçon, et elle concerne la défense globale, c'est que, au-delà de l'aspect militaire, c'est d'abord un combat industriel. Si demain on doit s'engager, d'y revenir, oui, aussi. La bataille, elle sera gagnée par l'industrie, et c'est la bataille générale de la réindustrialisation de la France et de l'Europe. Ça, c'est pour les enseignements. Du côté des priorités, vous commenciez à l'évoquer, il y a notamment l'industrie. Là aussi, si on doit prendre 3 grandes priorités, on va dire, pour éviter de se retrouver dans une situation de difficulté et pour pallier, on va dire, ce manque de quelques semaines si on devait se retrouver du jour au lendemain dans un conflit de haute intensité, quelle serait-elle ? Alors, avant de vous répondre à votre question, je veux quand même relativiser. C'est tout à fait exact, cette histoire de quelques semaines, mais il faut bien se rendre compte que si on était engagé, on ne serait pas engagé seul, en tout cas dans un conflit de haute intensité. On serait dans le cadre des alliances européennes ou OTAN, ou les deux. Donc, on ne peut pas avoir cette vision totalement pessimiste. Les 3 priorités, c'est évidemment produire de la munition, produire des obus. Aujourd'hui, on va arriver à une capacité de production de 60 000, 80 000 coups complets. Il faut être capable... on produire quoi, 100 000, c'est ça ? Oui, il faut arriver à ce que la France puisse en produire 200 000. Aujourd'hui, Rheinmetall, notre principal concurrent allemand, arrive à en produire sur l'ensemble de l'Europe 750 000. Donc ça dit aussi l'importance du combat en coalition. Le deuxième élément, et là qui concerne la France spécifiquement, c'est que comme nous ne croyons plus à ce combat de haute intensité, quand je dis nous, ce sont les politiques, les militaires tiraient la sonnette d'alarme dès 2015 et 2016. Il nous faut des lance-roquettes unitaires capables de frapper entre 60 et 150 km. Aujourd'hui, on n'a plus que quelques batteries. Oui, c'est la priorité. Il faut absolument les remplacer. Il faut absolument les remplacer. En 2027, ceux que nous avons ne seront plus opérationnels. De toute façon, il nous en reste que 6-8 capables de fonctionner. Il faut aller très vite sur ce sujet-là. Pour prendre un exemple, les Polonais en ont commandé 300 et les Allemands 72. Aujourd'hui, il n'y a pas de capacité nationale à le produire à court terme. Donc la question, c'est est-ce que les solutions souveraines sont capables de répondre aux besoins d'ici 2027, ou est-ce qu'il faudra acheter sur étagère ? Comme ça ne concerne pas des technologies critiques, il ne faut pas s'interdire la deuxième hypothèse à une condition, c'est qu'on ait la certitude d'avoir la souveraineté d'usage, c'est-à-dire qu'on puisse l'utiliser comme on veut, ce qui pose un problème sur des acquisitions aux États-Unis, par exemple, parce qu'il y a la règle ITAR, et d'avoir la capacité de produire les munitions sous licence sur le territoire national. Donc, en tout cas, le débat est ouvert avec un enjeu
d'urgence d'abord. Les risques industriels, pardonnez-moi, vous venez de l'évoquer, la nécessité qu'en France on puisse notamment arrêter de dépendre de puissances étrangères, de certains, même on va dire de certaines matières. Vous le dites à un moment dans le rapport, notre dépendance à des matières premières est parfois critique, que ce soit sur l'acide nitrique ou sur la cellulose, dont la production européenne est parfois menacée par des contraintes économique et environnementale. Est-ce que vous pouvez, on va dire, fluidifier ça, c'est-à-dire que on a quoi, un excès de normes, on a un excès, on va dire parfois de morale qui nous empêche de produire suffisamment d'armes ou suffisamment de matières pourtant indispensables en cas de guerre imminente? On a tout cela, et ça me permet de rebondir sur la bonne nouvelle que vous annonciez au début de l'émission. Ça fait partie du débat sur la réindustrialisation, et ça fait partie notamment de contraintes environnementales qui nous paralysent. Aujourd'hui, on a besoin de développer une industrie chimique en Europe en général et en France en particulier. Vous avez par exemple à Bourges, Eurenco, qui a eu des difficultés pour transformer 27 hectares en site de production, alors que c'est vital pour notre sécurité et notre économie. Vous avez des normes civiles qui s'appliquent à la production de matériel militaire qui ne sont pas raisonnables dans une situation de grande tension. On doit aujourd'hui avoir une vision stratégique. Vous savez, le bilan carbone et le bilan écologique de la guerre en Ukraine, c'est une catastrophe absolue. Donc, tant qu'à faire, mieux vaut être un peu plus souple en France et en Europe et être capable d'éviter une guerre sur le continent européen. Parce que là, on ne parlera plus d'écologie, on parlera seulement d'essayer de sauver des vies. Et est-ce que nous en sommes capables, Jean-Louis Thériault? Je rappelle que vous êtes député de Seine-et-Marne, membre de la commission défense, ancien ministre délégué aux armées et surtout l'auteur de ce rapport sur l'état de l'artillerie en France dans ce contexte géopolitique très tendu, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Est-ce que nous en sommes capables, notamment quand on voit encore aujourd'hui la difficulté de certains États européens à se mettre d'accord uniquement sur quelque chose qui pourrait, j'imagine pour tous ceux qui nous écoutent, être un principe de bon sens, par exemple sur la préférence européenne. On sait qu'elle a été actée pour une petite partie de l'emprunt commun qu'on va réaliser, mais est-ce qu'à terme, en réalité, peut-être si dans quelques mois la guerre en Ukraine est amenée à s'arrêter, suffisamment de pays européens auront conscience qu'il faut aller en avant et que on va dire, les intérêts des uns et des autres ne doivent pas toujours primer, comme on le voit parfois pour l'Italie, comme on le voit très souvent pour l'Allemagne? Deux observations. En termes techniques, on est capable de le faire. Les technologies européennes, dans presque tous les domaines, peuvent s'affranchir, notamment des États-Unis. L'enjeu, il est l'Europe entre elles uniquement. Oui, l'Europe entre elles en est capable. La vraie difficulté, elle est d'ordre politique. C'est jusqu'où la prise de conscience de nos partenaires ira. On a eu des propos très forts du chancelier Merz qui a dit l'Europe peut être tout seul, on n'est pas sûr que les Américains seront là si on devait être engagé. C'était après la conférence de Munich. On a aussi la Pologne qui évolue. Après le danger majeur, et vous posez la bonne question, si le front se stabilise en Ukraine, conflit gelé, est-ce que la lucidité continuera? Et est-ce que le fait d'essayer d'acheter le parapluie américain en se disant on achète américain, on ne produit pas européen et ils nous défendront plus, sera assuré? Franchement, je n'en suis pas sûr. C'est pas gagné, mais clairement, si on ne le fait pas, l'Europe finira par être un objet de l'histoire et plus un acteur. Il y a des évolutions positives, mais on est très loin d'être au niveau nécessaire. Dans votre rapport, quand on le lit également, une question subsiste, notamment quand on essaye d'apprendre les enseignements de ce qui se passe en Ukraine et qu'on voit la multiplication des drones, vous l'écrivez parfaitement, on sait que sur le terrain ukrainien, leur usage massif a totalement transformé le champ de bataille. Est-ce que la France est capable d'être une puissance dans ce domaine-là, des drones qui, on le voit, est en train totalement de chambouler les certitudes d'une guerre, on va dire parfois de position même? Oui, complètement une guerre de position. La France avait du retard initialement, c'est très clair. Aujourd'hui, il y a vraiment eu un gros travail qui a été fait par l'Agence de l'innovation défense avec des mini-drones, des PME comme Delair arrivent à faire technologiquement des choses réussies. La véritable difficulté, c'est la capacité à passer à l'échelle et non pas à constituer des stocks. Et là, c'est toute la différence avec l'artillerie, c'est qu'aujourd'hui, un drone, il est obsolète en 6 mois ou en 1 an. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours être en pointe et être capable, au claquement de doigts, si nécessaire, de produire en masse. Donc, il y a une vraie réflexion pour gérer en flux
une capacité de remonter en puissance. C'est pas fichu, on est plutôt pas mauvais, mais il faut vraiment avoir cette vision stratégique. Et de ce point de vue-là, je salue la flexibilité d'un certain nombre de PME ou de TI françaises qui utilisent le champ de bataille ukrainien pour tester des matériels et pour réfléchir à cette montée en puissance. Je finis par un élément très important, c'est qu'aujourd'hui, les technologies sont totalement duales. Du civil peut faire du drone militaire, l'Ukraine le montre très bien, et on doit être capable de penser chaque chose sous cette notion de dualité civile et militaire. Autrefois, Thomson faisait des machines à laver et des radars. Il faut quelque part qu'on intègre dans notre trame industrielle cette capacité de faire les deux. Et puis d'ailleurs, c'est la mission, en tout cas, qui a été donnée par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, à la DGA, des directions déléguées à l'armement, pour justement encourager ce mélange civil et militaire pour avoir des résultats dans les plus brefs délais. Jean-Luc Thériault, une des dernières questions, c'est ce que vous dites, notamment sur le canon César. Il est très apprécié sur le terrain ukrainien. C'est une fierté française, mais mine de rien, nous l'avons dépecé au fur et à mesure, et il est grand temps qu'on remonte en puissance sur, on va dire, ce patrimoine français qu'est le canon César. Oui, enfin dépecé, en tout cas on en a livré notamment à l'Ukraine, et on a eu raison parce que la sécurité de l'Europe se joue en Ukraine. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'une Ukraine neutralisée demain, c'est une perte de profondeur stratégique pour l'Europe, et c'est nous qui sommes en première ligne. Donc aucun regret à avoir. La loi de programmation militaire prévoit une cible à 109 César en 2030. Il faut certainement aller plus vite, et on n'échappera pas à une loi de programmation militaire intérimaire pour aller plus vite, mais ça appelle évidemment un effort budgétaire et donc une réforme du système. Oui, et je disais dépecer uniquement parce qu'on sait que la fabrication parfois a été compliquée entre les différentes pièces qui étaient fabriquées ici et là, et donc il a fallu revoir tout un modèle. Vous avez été chargé par Sébastien Lecornu d'une mission qui n'est pas petite, puisque le but est, on va dire, de coordonner les financements de la BITD, qui est la base industrielle de technologie et de défense. Comment se passe cette mission? Où en êtes-vous et quand est-ce qu'on va avoir les résultats précis de tout ça? La mission a officiellement été lancée le 31 mars pour 6 mois, donc on est au tout début. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que ce sujet-là, je le traite depuis 3 ans avec 2 missions parlementaires sur le sujet. C'est ce qui m'avait été confié comme ministre délégué, et donc on est dans la continuité. On a déjà eu les premiers effets. Le 20 mars, par exemple, BPI a annoncé la création d'un fonds BPI Défense. Donc aujourd'hui, la mission, c'est voir les volumes de financement privé nécessaires à la montée en puissance de notre industrie en fonds propres. C'est de voir si les outils lancés, notamment le 20 mars, sont suffisants ou pas. C'est réfléchir à la possibilité, et évidemment pas à une obligation, pour les Français de financer directement ces entreprises, et de voir ce qui doit être fait au niveau européen autour de cette thématique. On a un enjeu industriel majeur qui est un enjeu d'emploi. Je rappelle 200 000 salariés, 4 000 emplois, avec aussi une surveillance à avoir sur les financeurs et les banques qui parfois, pour des critères ESG totalement caducs, ne financent pas l'industrie de défense. L'industrie de défense, c'est la sécurité de tous les Français. Monsieur le député, une dernière question avant que nous nous quittions. Est-ce qu'on peut dire, à la suite de ce rapport, que officiellement, c'est bon, ça y est, on sait que ça a fait débat entre plusieurs ministres régaliens, notamment celui de l'armée et celui de l'économie. On peut dire que la France est officiellement en économie de guerre? Non, économie de guerre, c'est un slogan. Économie de guerre, c'est lorsque vous dépensez 10% de votre produit intérieur brut à la défense au moins. On en est très loin. Simplement, on est dans une industrie de réarmement, on est au début et il faudra aller beaucoup plus loin. Je me méfie des slogans. Ce qu'avait dit Sébastien Lecornu à Vert-le-Petit sur le changement de modèle, il avait parfaitement raison. Mais non, l'économie de guerre, c'est pas ça. L'économie de guerre, c'est que on arrête de produire des voitures et on fabrique des automitrailleuses. Ça sera le mot de la fin, Jean-Luc Thériault. Merci beaucoup. Député de Seine-et-Marne, membre de la commission défense et auteur de ce rapport absolument fascinant que je recommande à nos auditeurs, notamment ceux qui nous écoutent et qui s'intéressent à ces questions-là. L'auteur sur l'artillerie dans le nouveau contexte géopolitique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Luc Thériault. Dans quelques instants, toute autre question, mais tout aussi grave. Est-ce qu'on aurait pu éviter les viols de Mazan? La réponse était la SWI, et c'est Laurent Valdier
Valdiguier qui répond à cette question dans un livre qui est publié aujourd'hui au Seuil. Nom et titre de ce livre, Fétiche 45, parce que figurez-vous que avec les viols de Mazan, Dominique Pellicot n'en était hélas pas à son premier coup d'essai. Vous êtes sur Sud Radio, 0826 300 300. On revient dans quelques instants. Maxime Liédo. 0826 300 300 pour vous faire réagir notamment à cette question qui glace le sang. Est-ce qu'on aurait pu éviter les viols de Mazan? Laurent Valdiguier, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter justice, notamment à Marianne, qui, le magazine, fait la une sur le livre que vous publiez. Révélation sur un fiasco judiciaire. Dominique Pellicot aurait dû être arrêté dès 2010. Votre livre est publié au Seuil, il sort dès aujourd'hui et il s'appelle Fétiche 45. On reviendra à l'origine de ce titre. Ce qui m'a fasciné à la fin de ce livre, c'est en réalité à quel moment, lorsque vous suivez ce dossier, vous comprenez que les viols de Mazan ne sont qu'une petite partie en réalité de la vie de Dominique Pellicot. C'était mon point de départ, c'était d'essayer de voir comment cet homme qui a plus de 58 ans, quand il est arrêté dans un Leclerc de Carpentras en 2020, qu'est-ce qu'il avait fait avant ? Puisqu'il a été jugé à Mazan pour une décennie de viol sur sa femme, qui commence en 2011. Et on rappelle simplement que le procès Mazan, c'est colossal. 180 médias, 86 médias étrangers. Gisèle Pellicot, qui malgré elle va devenir une icône féministe, qui fera la femme de l'année, je crois, pour le Times en 2025. C'est un événement absolument planétaire. Donc j'ai essayé de remonter le fil de la vie de cet homme, de Dominique Pellicot, et puis essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé avant 2011. Avant Mazan, avant la décennie de viol sur sa femme. Et là, je suis allé de surprise en surprise, notamment en essayant de remonter le temps des enquêtes judiciaires. Et puis là, je suis tombé sur un courrier. Il y a un courrier qui a tout changé. C'est un courrier de la juge Nathalie Turquet du pôle Colcaise, qui s'est rendu compte, la première, elle, que Dominique Pellicot avait été identifié formellement par le fichier national des empreintes génétiques dès 2010. Et que le 9 novembre 2010, avant le procès planétaire et son arrestation. 10 ans avant le procès planétaire, et puis surtout une année avant le début des viols sur sa femme. Ceci explique peut-être cela, on verra. En tout cas, c'est la question que je me pose. C'est qu'il a été identifié formellement, et que cette identification, comme sur une tentative de viol avec arme extrêmement violente, qui en tant que telle aurait... On y reviendra en détail parce que l'affaire est Cette sidérante. identification aurait dû provoquer à tout le moins son arrestation. Et en tout cas, c'est la question que je me pose. C'est la question qui aura certainement jamais de réponse. Est-ce que Dominique Pellicot, quand il a donné son ADN en 2010, n'avait pas réalisé justement que il ne pouvait plus jamais être pris à l'extérieur? Et est-ce que ça n'a pas provoqué et déclenché ces viols à domicile? Et le sévice absolument atroce qui va imposer à sa femme durant des années. Son parcours de vie, d'essayer de remonter le temps, et puis d'éventuelles autres victimes, et puis en cascade, vous savez, une victime, c'est toujours 10 victimes. C'est toujours un cortège de malheur autour d'elle. Et puis c'est toujours une vie de malheur, tout ça. Donc dans ce livre, j'essaye de raconter l'histoire de tous ces gens. Dans l'introduction, quelque chose m'a frappé. Vous racontez la fin de ce procès Pellicot et vous écrivez: Gisèle Pellicot traverse le hall sans donner l'impression de marcher. Elle flotte sur une mer de caméras et d'appareils photo comme une madone. Dominique Pellicot, quant à lui, pleure. Impossible de ne pas me souvenir quelques années plus tôt des larmes d'un autre box, Nordal Lelandais. Vous faites la comparaison entre ces deux procès que vous avez énormément suivis. À quel moment, si vous voulez, on va dire ce parallèle s'installe? C'est vrai que c'est dans un tribunal, on est toujours les larmes de quelqu'un, l'émotion de quelqu'un, même de quelqu'un qui peut être condamné ou tout ça. Ça vous touche ou ça vous touche pas. C'est toujours une espèce de test en fait. Et c'est vrai que dans les deux cas, vous voyez, j'ai suivi les procès des attentats. Il y a des gens qui vous font pleurer, mais instantanément. Et là, dans les deux cas, dans le cas de Nordal Lelandais ou dans le cas de Dominique Pellicot, je me suis surpris à la même non-émotion. On pleure toujours que sur soi-même. Et c'est vrai que sur quel Dominique Pellicot il a pleuré ce jour-là. Il a tellement menti à sa famille, il a tellement menti à ses proches, il a tellement menti à tout le monde pendant autant d'années. Et on y reviendra notamment parce que dans le livre, vous dressez un portrait avec quelques qualificatifs le concernant, en racontant des anecdotes qui les justifient. Et c'est absolument sidérant sur cette image de Dominique Pellicot qui pleure. Vous citez un moment son avocate qui vient, mine de rien, totalement à la lecture de votre livre, de ce livre, de votre livre, Fétiche 45 aux éditions du Seuil, je le rappelle. Elle dit: entre
ce qu'on peut envisager avant un procès et ce dont on se rend compte au moment d'une audience, il y a toujours une certaine différence, a estimé son avocate. Quand on lit en fait son livre, on a envie de lui rétorquer l'inverse. On n'a jamais su saisir l'ampleur du monstre d'une certaine manière, même si je n'aime pas ce mot-là, Dominique Pellicot. Oui, parce qu'il s'est beaucoup... Moi, le premier, il nous a beaucoup piégés, Dominique Pellicot. Parce Pourquoi vous le premier ? Moi, le premier, parce que je me souviens, dans Marianne, on avait fait une enquête au début du procès, pas sur lui, sur les 50 autres. En réalité, sur des gens ordinaires. Sur les 50 autres monstres, qu'on appelle pas monstres, parce sur que les c'est 50 autres violeurs de Mazan. Et c'est vrai qu'il a cherché d'entrée de jeu, d'ailleurs, il faut jamais oublier quelque chose, c'est que c'est lui qui a donné aux enquêteurs le disque dur dans lequel il y avait l'identification des autres. C'est lui qui quand il s'est rendu compte qu'il était démasqué, c'est lui qui a donné les autres. En réalité, il a voulu se cacher au milieu d'une forêt de 50 hommes, entre guillemets, ordinaires. Et en réalité, si les autres sont des violeurs ordinaires, lui, c'est tout sauf ça. Lui, c'est d'ailleurs ce que dit sa fille Caroline. C'est probablement un prédateur sexuel hors norme, puisqu'on n'a toujours pas la réponse à la question quand. Quand ça commence. C'est ça que j'essaye de comprendre remonter, dans le livre et de comprendre dans le livre. Et pour moi, ça peut commencer en 1987, qui est une année charnière pour lui. Et on y reviendra. Il y a quelque chose aussi de frappant dans l'introduction du livre, ou du moins dans les premières pages. Vous essayez de poser des mots en décrivant certaines actions de Dominique Pellicot, et les mots sont clairement pesés: pervers, maniaque, manipulateur. Vous racontez cette fois où il appelle Gisèle Pellicot quand il se fait prendre avec son stylo caméra dans un magasin. Vous racontez comment elle arrive, elle, au commissariat. Vous racontez l'aspect maniaque. Vous racontez à quel point il est manipulateur. Est-ce que vous pouvez revenir, comme vous le faites dans le livre, au moins sur ces 3 termes qui montrent à quel point sa psychologie est, hélas, d'une certaine manière fascinante? Alors, manipulateur, c'est vrai qu'il essaye de manipuler sa femme Gisèle quand il comprend qu'il va avoir besoin d'elle pour s'expliquer dans sa première garde à vue. Donc... et ça, il n'y a pas de doute, manipulateur. Le mot qui m'est apparu en remontant le fil, c'est maniaque. Parce que maniaque, d'ailleurs, les policiers, les brigades criminels qui interrogent toute sa famille, ses enfants, sa femme, sa maîtresse, tout ça, demandent tout le temps, au fait, c'est des petites questions anodines. Est-ce qu'il est maniaque ? Est-ce qu'il range bien ses affaires ? Tous disent oui. Oh là là, il faut pas toucher à ses affaires, il les range bien, sa voiture était rangée au cordeau, etc. Et au point d'ailleurs que ça le trahira sur une scène. Et ça le trahit sur une scène de crime de 99, oui. C'est-à-dire, c'est quand il pense que sa victime est attachée, endormie à l'éther, il va prendre son temps pour plier son pantalon. Et c'est ce laps de temps pour plier son pantalon qui va faire que ce laps de temps là, Marion, qui est agent immobilier à l'époque, arrive justement à se défaire pour s'enfermer. Racontez peut-être l'année 99. La scène de Marion, c'est vrai que Marion, c'est une jeune femme admirable, en ce sens qu'elle avait 18 ans, elle était agent immobilière en stage, et elle se retrouve dans un appartement vide avec lui. Il l'attache, il lui met de l'éther, enfin, sa vie bascule. D'ailleurs, elle le dit à l'époque, en 99, elle le dit, son avocate Florence Rowe, quand elle est confrontée avec Dominique Pellicot, 23 ans plus tard, dit, quand il est rentré dans la pièce, j'ai senti son corps trembler. Parce que 23 ans plus tard, Marion, elle se souvient encore de tout ça. Et d'ailleurs, Dominique Pellicot, il dément qu'il y ait eu un cutter ce jour-là. Il dément donc la tentative de viol avec arme, qui est une séquence assez aggravante. Mais il dit que c'est ses clés de voiture. Tout ça est raconté. C'est vrai que c'est les auditions de Dominique Pellicot. C'est à chaque fois une mise en abîme. C'est incroyable. Et puis Marion, elle dit ce qui montre aussi son souci du détail, c'est qu'elle dit finalement, peut-être que j'ai pas vraiment vu le cutter, mais il lui revient quelque chose. Elle dit, vous savez, mon compagnon m'a dit l'autre jour, pendant des années, s'il y avait un cutter dans une pièce, il fallait que je sorte. Comme si la seule vue d'un cutter, mais pendant sa vie entière, venait rappeler le traumatisme. C'est dire l'ampleur du traumatisme sur ses victimes. Et sur la perversité, sur la manipulation, j'aimerais, avant qu'on parte en pause dans quelques secondes, que vous racontiez cette assurance objectivement extraordinaire quand il est convoqué devant les policiers après, on va dire en 2022, qu'il est convoqué par les policiers, qui lui de fait est un héros parce que on va dire qu'il comprend. Laurent Perret, c'est un brigadier de police, mais sans lui, il n'y aurait jamais eu tout ça. Et raconter la fois où il le reconvoque et donc il lui pose quand même des questions juste pour vérifier s'il est capable de mentir.
mentir avec une assurance extraordinaire, droit dans les yeux, et il le fait. Est-ce que vous avez eu par hasard, on va dire, avant de tels comportements, etc. Est-ce que vous pouvez raconter en détail droit ça? Dans les yeux, d'autant plus, il y a quelque chose, c'est un détail sidérant, c'est que Dominique Pellicot, donc il a été arrêté en 2010, une première fois dans un carrefour à filmer sous les jambes des femmes. L'infraction n'existe pas encore de voyeurisme. Le parquet de Meaux qualifie ça de violence avec arme. Et donc, 10 ans plus tard, quand il est face à Laurent Perret, il se rend compte tout de suite qu'il y a déjà, dans son casier judiciaire, il y a déjà cette infraction de violence avec arme. C'est exactement la même chose. Il vient d'être arrêté dans un Leclerc à filmer sous les jambes de femmes. Et Dominique Pellicot, il dit, le policier lui dit, mais c'est quoi qu'est-ce qui s'était passé? C'est quoi cette violence avec arme? Réponse de Dominique Pellicot: ah, j'en ai aucun souvenir, je me souviens pas du tout. Et comme le parquet de Meaux va mettre 18 mois avant d'envoyer la procédure à Avignon, pendant 18 mois, il se souviendra jamais qu'il avait déjà été attrapé à faire exactement la même chose. Il dira donc que c'était la première fois au Leclerc de Carpentras qui filmait sous les jambes des femmes, et il va berner les experts, berner les juges, berner les policiers. Fétiche 45, c'est aux éditions du Seuil, et qui malheureusement fait une réponse affirmative ou positive à cette question qui glace le sang. Est-ce qu'on aurait pu éviter les viols de Mazan? C'est Laurent Valdiguier, grand reporter à Marianne, qui signe cette enquête qu'on retrouve d'ailleurs à la une du magazine Aujourd'hui en kiosque. On revient dans quelques instants parce que vous allez découvrir l'horreur de Dominique Pellicot, qui passe par 3 dates: 1999, 1991 et 1995. Ce que vous entendez vous interpelle, vous aussi, vous voulez témoigner de ce que vous avez pu ressentir, d'une certaine colère peut-être face à la justice française qui vous vient à l'esprit quand vous entendez tout ça. 0826 300 300, l'application Sud Radio. On revient également sur ce thème: Dominique Pellicot, l'homme qui aurait pu être arrêté si la justice n'avait pas enchaîné les erreurs. Ça aussi, c'est un dossier très important du livre. Vous êtes sur Sud Radio, 12h46, on arrive dans quelques instants. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédo. 0826 300 300. Depuis quelques minutes maintenant, vous écoutez à quel point, mine de rien, la justice a déraillé dans l'affaire Pellicot, parce que, hélas, oui, on aurait pu éviter les viols de Mazan si la justice avait fait son travail, si des pièces ne s'étaient pas perdues. Et d'ailleurs, ce matin, Darmanin a lancé officiellement une enquête pour comprendre ce qui s'était passé durant ces nombreuses années, les nombreux égarements de la justice. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques minutes. Mais c'est vrai que quand on parcourt votre livre Fétiche 45 aux éditions du Seuil, Laurent Valdiguier, je rappelle que vous êtes grand reporter justice à Marianne, que le magazine fait la une sur votre livre. Il y a 3 dates en réalité qui sont saisissantes dans le dossier de Dominique Pellicot: 1999, 1991 et 1995. 1991 parce qu'en fait c'est un meurtre. C'est un meurtre, celui d'une jeune fille, Sophie Narme. Oui, alors 1991, il est mis en examen, Dominique Pellicot, il est présumé innocent, et d'ailleurs il dément farouchement avoir joué un rôle dans la mort de Sophie Narme. Mais c'est un meurtre d'une autre agent immobilier, Sophie Narme, qui a 23 ans à l'époque. On sait que 99, Marion, c'est lui par son ADN. En 91, la justice, la juge Turquet, l'a mis en examen parce qu'elle estime qu'il y a une série de similitudes entre les 2 meurtres d'agents immobiliers, attachés dans le dos, drogués à l'éther dans les 2 cas, menacés avec un cutter dans un cas. Sophie Narme, elle est tuée avec un couteau dans un autre. Au nom de la connexité, la juge l'a mis en examen. Alors c'est vrai que la mort de Sophie Narme... Expliquez simplement ce que c'est la connexité. C'est quand il y a, on va dire, de telles similitudes entre les 2 affaires qu'on décide de faire un rapprochement, c'est ça? Exactement. Il y a une liste de similitudes. Le fait que la victime soit un agent immobilier, le fait que dans les 2 cas, le client se soit présenté sous un faux nom, sous une fausse identité, l'agression à l'éther, c'est pas courant. Dans la décennie 90, des agressions à l'éther, il y en a que 3. Dont 2 visiblement qui seraient... C'est pas courant. Et donc en 91, alors il y a eu une enquête de la brigade criminelle, mais dantesque, sur le mort de Sophie Narme. Ils ont d'ailleurs, c'est aussi une des choses qui sont bouleversantes, moi qui m'ont bouleversé, c'est de voir à quel point, en dépiotant les vieux dossiers, c'est l'époque, Internet n'existe pas, c'est encore j'ai retrouvé le commissaire Birost, Birost, c'est le nom. Vous racontez qui tape ce rapport à la machine. Donc en fait, il y a eu 1001 pistes examinées, et notamment, alors c'est lui, il est décédé en 2003, mais c'était l'employeur de Sophie Narme, Daniel Dufetel. Ça m'émeut toujours beaucoup parce que il a été soupçonné. Il a été soupçonné d'avoir tué son employé.
C'est vrai que la brigade criminelle avait trouvé une chemise tachée de sang. Alors il a expliqué que c'est le dentiste. Ça leur a gâché la vie à tous ces gens. Parce que vous parliez c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, la bulle de malheur qui se forme dans une affaire comme celle-ci. Voilà. Il y avait Martine Melki, qui était la dernière employée à avoir vu Sophie Narme vivante. Sophie Narme, en plus, c'est une jeune fille très vivante, un peu bling bling, on dirait aujourd'hui. Elle avait des habits de marque, tout son entourage. Parce que la ceinture vient de Chanel, et c'est ainsi qu'il étrangle. Elle aimait les beaux bijoux, tout ça. Tout son entourage pensait qu'elle était riche, que son père était très riche. Et c'est vrai que dans le vieux dossier judiciaire, il y a un procès-verbal bouleversant. C'est celui de son vrai père. Et son père était pas riche du tout. J'ai découvert ça. Il était employé à l'hôpital de Mantes-la-Jolie, à la blanchisserie. Et il habitait un petit pavillon, un petit HLM de Mantes-la-Jolie. Et c'est vrai qu'il a été prévenu, il voyait plus sa fille depuis 8 ans. Il a été prévenu que sa fille avait été tuée dans des conditions abominables. Il y a une cascade, c'est ça qui est dans la durée, qui est toujours très émouvant. Il y a une cascade de malheur dans toutes ces histoires. Qu'on entre tout doucement, mine de rien, dans le détail de ce qui fait le dernier tiers de votre livre, à savoir les anomalies judiciaires, même les erreurs judiciaires. Non pas la première, mais celle qui est quand même sidérante, c'est ce qui se passe en 2010, le 30 juillet, dans un carrefour de Seine-et-Marne, où Dominique Pellicot est pourtant arrêté parce qu'il s'amuse à filmer sous les jupes des filles avec son stylo caméra. Et alors, ce qui suit est sidérant, parce qu'en fait, il ne se passe rien. Oui, alors à l'époque, l'infraction n'existe pas de voyeurisme, donc il est arrêté, il a ce qui s'appelle une composition pénale, donc il n'y a pas vraiment de jugement, il a 100 € d'amende, et la loi oblige les policiers, ce qu'ils font d'ailleurs, à prélever son ADN. Son ADN est enregistré dans le fichier, et là, son ADN, le fichier, le 9 novembre 2010, le fichier fait son office, et démasque Dominique Pellicot comme étant l'auteur de la tentative de viol avec arme sur Marion en 1999, tout le parcours criminel de Dominique Pellicot aurait dû s'arrêter là. Et il y a dans votre livre aussi un récit, tout à l'heure vous parlez d'être bouleversé, qui moi, en plus de me bouleverser, me saisit, c'est Coralie, qui a 12 ans au moment des faits. On n'a pas la certitude que ce soit Dominique Pellicot, mais raconté, parce que c'est, à mon sens, non pas l'anecdote, mais le récit qui nous fait entreapercevoir en quelque sorte le sang-froid dont peut être capable Dominique Pellicot, si c'est lui. Si c'est lui, parce que c'est vrai que Dominique Pellicot, il n'a pas été entendu à ce jour sur ce dossier, mais enfin, toujours est-il que cette jeune femme, qui avait 12 ans en 1995, un jour, elle voit l'avocate Florence Rowe, qui est l'avocate de Marion et l'avocate de la famille de Sophie Narme. Elle voit parler de toute cette affaire à la télévision, sur BFM, et du coup, elle appelle. Et elle dit « Je reconnais Dominique Pellicot ». Alors l'avocate la fait venir à son cabinet, décide de ne pas parasiter du tout son discours en faisant avec elle, disons comme feraient les policiers, un procès verbal. « Dites-moi ce que vous avez à dire ». Et là, c'est vrai que ce récit de cette jeune femme, Coralie, il est glaçant. Parce qu'il se fait passer pour un agent. Parce qu'on est en 95, elle est toute seule chez elle, elle a 12 ans. Il y a un monsieur qui frappe, qui se fait passer pour un agent EDF voulant relever le compteur. Elle est un peu méfiante. Alors il dit, oh non, rassure-toi, je vais aller au-dessus. Il fait semblant d'aller au-dessus. Les policiers verront qu'il n'a pas sonné. Il redescend, donc là, la petite fille le fait rentrer. Il fait mine de vérifier le compteur. Il se déchausse. Il range bien ses chaussures. Le côté maniaque qui ressort. Maniaque, hein. Et là, il se met à lui inventer un espèce de gigantesque bobard. Il a un copain qui fait une pub pour Coca-Cola sur une plage. Il voudrait la voir en maillot de bain pour voir si elle est capable de... Si elle est capable de résister, voilà. Ou si elle serait une bonne mannequin. Alors là, elle se souvient d'un petit détail. La petite fille, elle dit, je pensais qu'il allait voler l'argenterie de mes parents. Et puis finalement, il demande d'aller aux toilettes. Il ressort des toilettes avec un torchon imbibé d'éther. Et là, il commence à endormir cette petite fille de 12 ans, à la plaquer au sol. Et là, elle est sauvée parce que ses frères et sœurs et sa maman vont rentrer dans l'appartement. Alors l'auteur, on ne sait pas si c'est elle reconnaît Dominique Pellicot, mais on ne sait pas. C'est vrai que l'enquête judiciaire est encore en cours. En tout cas, l'auteur se rechausse tranquillement, redescend tranquillement avec beaucoup de sang-froid. Et c'est vrai que malheureusement, à ce jour, le fameux torchon qui aurait été placé sous scellé à l'époque n'a pas été retrouvé. Il a vraisemblablement été perdu lui aussi. Et puis c'est un autre détail, mais elle se souvient qu'il avait demandé un verre d'eau avec un verre Tom et Jerry, et elle a jamais pu reboire dans ce verre-là.
Ce qui se comprend amplement. Avant que, pour clore cette émission, vous nous expliquiez comment Darmanin a annoncé il y a quelques minutes l'inspection de la justice sur les dysfonctionnements qu'il y a à cette affaire. C'est quand même grâce à vous, Laurent Valdiguier. On va aller au standard 0826 300 300 avec Diane. Bonjour Diane. Bonjour tout le monde. Merci d'appeler Sud Radio. Vous, il y a quelque chose qui vous interpelle quand même et qui vous, voilà, sur lequel vous vouliez des réponses, c'est mine de rien, Gisèle Pelicot dans tout ça. Est-ce que pendant toutes ces années, elle a pu être au courant? C'est ça, Diane? Oui. Oui, vous nous entendez, Diane? Vous, ce qui vous a fasciné, je vous disais, c'est la figure de Gisèle Pelicot au milieu de tout ça, c'est ça? Oui, voilà. Parce que vous racontez l'histoire là. Il a été plusieurs fois quand même interpellé par la police. Plusieurs fois, il y a eu quand même des indices qu'ils ont gardés, les policiers qu'ils ont gardés, mais qui ne pouvaient pas aller plus loin. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que quand même, quand on arrête, moi j'ai un mari, ça fait 40 ans que je suis à lui. Si on l'aurait arrêté une ou deux fois, je l'aurais su. Alors, donc, quand elle dit qu'elle ne sait rien du tout et qu'elle n'a aucune idée, vous m'excusez, si elle avait le doute à ce moment-là, quand vous restez avec un homme qui a un doute, qui ait quand même eu des agressions sexuelles pour d'autres femmes, moi perso, je serais partie. Ben, oui. Alors, on est obligé de vous interrompre, Diane, parce que le son est extrêmement mauvais là où vous êtes. Mais j'essaie de résumer votre question. C'est mine de rien l'implication de Gisèle Pelicot, non pas dans les activités criminelles de son mari, bien sûr, mais est-ce qu'elle a pu un moment être au courant de tout ça? Comment il a fait pour garder, on va dire, tout cet environnement absolument lunaire autour de lui, intact, secret, dissimulé? C'est vrai qu'en 2010, quand il est arrêté une première fois, personne n'est au courant. Gisèle Pelicot n'est pas au courant, elle n'est pas informée, il l'informe pas, il n'est pas en garde à vue, donc il y a rien à ce jour qui permette de dire que Gisèle Pelicot était au courant de quoi que ce soit. Bien au contraire, Gisèle Pelicot, elle a été endormie au péril de sa vie, parce qu'il pouvait la tuer à chaque séance pendant 10 ans. Et les 10 années avant, quand elle a été informée, parce que la brigade criminelle l'a interrogée sur toutes ses autres affaires, elle est tombée du placard. Elle est tombée des nues. Comment, grâce à vous, aujourd'hui, le ministre actuel de la Justice, Gérald Darmanin, en est à ordonner une inspection de la justice sur les dysfonctionnements liés, on va dire, au parcours criminel de Dominique Pelicot? En quelques mots, parce que c'est la dernière question, mais l'enchaînement des erreurs. Pour cette enquête, c'est la conclusion du livre. J'ai d'abord, quand je me suis rendu compte qu'il y avait ce signalement de 2010, j'ai écrit au parquet, j'ai contacté le parquet de Meaux, qui m'a dit de voir le parquet de l'époque, qui m'a dit de voir finalement le ministre. Et puis donc j'ai fait un long mail, tout ça est dans le livre, j'ai fait un long mail récapitulant tous les dysfonctionnements judiciaires des affaires antérieures à Gérald Darmanin, qui a décidé donc on le sait depuis quelques jours, c'est dans Marianne aujourd'hui, qui est de lancer une enquête de l'inspection pour essayer de comprendre et essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Est-ce qu'on aurait pu éviter les viols de Mazan? Oui, et si vous voulez les détails de cette réponse à cette question glaçante, c'est à retrouver dans le livre de Laurent Valdiguier, grand reporter justice à Marianne, et cet hebdomadaire fait d'ailleurs sa une dessus. Le livre s'appelle Fétiche 45 et c'est un livre absolument fascinant et un travail qui a été fait, qui est redoutable de la part d'une quand même des plus grandes signatures du journalisme juridique. Merci beaucoup Laurent Valdiguier d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, autre sujet, Russie, Chine, États-Unis. À qui peut-on désormais faire confiance dans les relations internationales? Qui sont nos nouveaux partenaires? Là aussi, votre avis, votre opinion, votre participation à la discussion. 0800 26 300 300. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédo. Le débat de 13h est consacré à une page internationale à l'heure où le contexte géopolitique n'a jamais été aussi incertain, des alliés qui changent en permanence de position. D'un côté, Donald Trump, imprévisible, fou même, disent certains, Vladimir Poutine, mais également la Chine, la Corée du Nord. Bref, énormément de cartes sont en train de se redistribuer. On va en discuter avec Aurélien Duchesne. Bonjour. Vous êtes consultant en géopolitique, on vous aperçoit régulièrement sur LCI, en défense également, et vous êtes chargé d'études à Eurocréative. Je rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, vous êtes l'auteur de Russie, la prochaine surprise stratégique, et votre présence est indispensable dans ce studio parce que je rappelle que contrairement à beaucoup d'experts, vous aviez anticipé, vous, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et nous sommes également accompagnés d'une voix qui est de plus en plus présente sur cette antenne, Paul Azibert, bonjour. Bonjour Maxime Liédo. Directeur général de Vortigen. Avant d'entrer dans les nombreuses questions qui se posent, on a en effet une scène internationale, mine de rien, qui est énormément bouleversée. On le voit, Donald Trump, des décisions
permanente. On le voit même aujourd'hui à quel point ce qui s'est passé au Vatican peut changer la donne, des déclarations intempestives, tout se fait par tweet. On parle aussi des relations avec certains alliés qui sont tumultueuses. Souvent, ça aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Vous, si je devais, on va dire, vous poser une question pour poser les bases de ce débat, comment qualifieriez-vous aujourd'hui l'état de la France, mais surtout l'état des relations internationales? Aurélien Duchesne. L'état des relations internationales par une née de guerre des mondes. On avait une guerre froide entre deux blocs idéologiques qui étaient quand même deux blocs cohérents avec des alliances solides. Maintenant, on est dans une guerre des mondes. Une guerre des mondes où on a des alliances qui basculent. Le cas, par exemple, des États-Unis, même si les choses commencent à changer, qui voulaient, par exemple, lâcher l'Ukraine. En tout cas, c'est ce qu'on a pu craindre. Et une guerre des mondes, enfin, qui nous oppose à nouveau entre démocratie libérale comme la France et empire autoritaire comme la Chine ou la Russie. Paul Azibert, de votre côté? Pour non pas débattre, mais compléter Aurélien Duchesne sur la guerre des mondes, en fait, sur un changement au niveau de la mondialisation. On était dans un monde mondialisé et en fait, on revient maintenant peut-être, et quand on parle de Donald Trump surtout, dans un monde justement qui nous est imposé, et un monde des nations et des puissances qui revient, donc un morcellement. Et aussi, mine de rien, un retour de la guerre. C'est assez cliché de dire ça, mais on avait oublié, j'étais au début de cette émission à midi avec Jean-Louis Thériault, qui est l'ancien ministre délégué aux armées, qui s'est occupé un excellent député. Et un excellent député, qui a sorti il y a quelques heures, et c'était le sujet de notre conversation, un rapport justement sur l'état de l'artillerie en France. Il disait, en réalité, on s'est désarmé. On a arrêté d'équiper nos militaires. On a arrêté d'investir dans l'industrie de guerre, en tout cas de défense, etc. Précisément parce que on a voulu profiter de façon abusive des dividendes de la paix. Est-ce que pour vous, Aurélien Duchesne, ceci explique peut-être cela? C'est-à-dire que le monde est aussi fragmenté. On semble être surpris parce qu'on s'est reposé trop longtemps sur ce qu'on croyait être définitif. C'est-à-dire, Paul Azibert le disait à l'instant, une mondialisation heureuse en réalité et des dividendes de la paix qui pouvaient être éternels. Oui, alors la France avait été moins naïve que d'autres pays européens sur les dividendes de la paix dont vous parlez. La France, avec le Royaume-Uni, avait été le seul pays européen à garder, je n'entre pas dans le détail, ce qu'on appelle un modèle d'armée complet, mais qui était dimensionné pour quoi? Pour ce qu'on appelait pudiquement les conflits du moment, en Afghanistan ou au Sahel contre les terroristes. Et quand vous preniez tout à l'heure l'exemple de l'invasion de l'Ukraine, la quasi-totalité des experts du renseignement jusqu'aux experts médiatiques pensaient que Poutine n'envahirait pas l'Ukraine. Et c'est ce genre d'analyse de la situation qui a fait qu'en France, par exemple, on se disait, il y a une opinion publique qui ne comprendrait pas, à juste titre, qu'on réinvestisse massivement dans la défense alors qu'il n'y a pas de menace majeure d'invasion, par exemple, à l'horizon. Et on s'est tous réveillés le 24 février 2022 à se dire que finalement, il était temps de réparer en 2 ans 30 ans de désarmement. Et encore, vous disiez en effet, la population ne comprendrait pas qu'on puisse se réarmer avec un danger qui n'est visiblement pas imminent. On se souvient pourtant des réactions largement contrastées quand le président de la République, Emmanuel Macron, a déclaré que la Russie était, on va dire, une menace imminente et une menace en tout cas qui était à nos portes et dont il fallait se méfier plus que de façon ambiguë uniquement. Paul Azibert, je voyais réagir à ce que disait Aurélien Duchesne sur peut-être cette naïveté qui a été la nôtre, en tout cas celle de la France, dans les relations internationales, à considérer que c'était les dividendes de la paix et c'était la mondialisation heureuse. Donc, qu'est-ce qui pouvait arriver de plus finalement? Alors, je ne sais pas si c'était une mondialisation heureuse. Selon les termes de certains qu'on a utilisés. Je veux dire, l'ère Alain Juppé est loin maintenant. Donc, et de l'identité heureuse. Je ne sais pas si nous étions dans une mondialisation heureuse. En revanche, sur la guerre, quand vous dites, Maxime Guédot, nous nous retrouvons de nouveau en guerre, en fait, peut-être que c'est plus une perception de guerre, pour aussi reprendre les mots de notre ministre de la Justice. Non pas parce que nous ne sommes pas en guerre, mais en fait parce qu'il y a toujours eu, et c'est là que je voulais compléter et rebondir sur ce que disait Aurélien Duchesne, il y a toujours eu des guerres, des confrontations, des affrontements. C'est juste que nous ne les assumions pas comme tels, en réalité les experts militaires alertent sur ne serait-ce que la question des munitions, de l'armement depuis des années. Et on se rend compte que ce qu'on appelait opération extérieure, coopération, était en fait juste des théâtres, ou théâtres d'opération, étaient des guerres. C'est juste qu'elles n'étaient pas sur le territoire national ou que la France n'était pas en guerre avec un État. Ça a été d'ailleurs un débat il y a
quelque temps au début de Daesh, lorsqu'on disait, il y a eu ce débat à l'international, on disait, est-ce qu'on peut être en guerre avec Daesh alors que Daesh n'est pas un État? Mais ça nous faisait très peur, ça nous emmène à la suite de la question, avant qu'on parte pour une première pause très courte, c'est que est-ce que vous trouvez que maintenant, avec tout ce qui se passe, que ce soit mine de rien ce qui peut arriver entre l'Inde et le Pakistan, ce qui s'est passé avec la scène de Trump et Zelensky dans le bureau ovale, Aurélien Duchesne, est-ce qu'on arrive à une fin de naïveté, où c'est seulement une sensation, une sorte de sentiment peur, on a respiré un peu, on a arrêté de respirer un peu, mais ça risque de ne pas durer? Je pense qu'on en revient à cette tradition française, qu'on est sorti de la naïveté, on est tous d'accord sur le constat, mais c'est la même chose que quand on parle d'intelligence artificielle ou de changement climatique. On est tous d'accord sur le discours, mais on ne met pas les moyens. Je suis persuadé que, là on parlait il y a quelques semaines de doubler le budget de la défense et de le porter à 3 ou 4% du PIB. Je ne suis pas du tout sûr qu'on le fera dans le contexte budgétaire qu'on connaît. Et puis une dernière chose, quand vous creusez la discussion, beaucoup disent oui, on est sorti de la naïveté vis-à-vis de la Russie de Poutine parce qu'il y a eu l'invasion de l'Ukraine. Mais aujourd'hui, la plupart des experts, les mêmes qui se moquaient de ceux, on n'était pas nombreux, qui disaient que Poutine envahirait l'Ukraine, nous disent d'accord, il a envahi l'Ukraine, mais l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Jamais il attaquera l'OTAN. Je suis persuadé que ça arrivera dans les 3 à 5 ans. Et la plupart des experts français aujourd'hui ne croient pas à ça. La naïveté, on n'en est pas encore totalement sorti. De la naïveté se pose également la question de la confiance. 0826 300 300, notamment pour répondre à cette question. Peut-on encore faire confiance, selon vous, aux États-Unis de Donald Trump, à la Russie de Vladimir Poutine, ou alors faut-il rallier, on va dire, ce pays de nos futures relations diplomatiques, internationales, commerciales, et quid de la Chine, où je remarque avec un certain sarcasme que ceux qui n'ont pas de mots assez durs contre les régimes autoritaires pour mieux affronter l'Amérique de Donald Trump proposent aujourd'hui de se réfugier dans les bras de Xi Jinping. En bref, la question qui se pose, c'est qui sont les nouveaux alliés de la France? 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio, on revient dans quelques instants. Tous ces États. Maxime Liédo. 0826 300 300 si vous voulez participer à la discussion, venir interroger Aurélien Duchesne, consultant en géopolitique et défense, vous le voyez régulièrement sur LCI, chargé d'études à Eurocréative et l'auteur de Russie, la prochaine surprise stratégique. Ben oui, parce qu'accessoirement c'est lui qui avait anticipé l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais nous sommes également avec Paul Azibert, directeur général de Vortigen. C'est lui qui est dans l'ombre d'énormément de dirigeants et qui passe sa vie à voyager pour mieux nous préparer aux menaces de demain. Nous étions en train de nous poser la question d'abord de la naïveté française ces dernières années, fin de la mondialisation heureuse d'abord, peut-être les dividendes de la paix. Une autre question se pose, et c'est là une fois de plus où j'aimerais avoir vos réactions, vos commentaires. 0826 300 300, l'application Sud Radio évidemment et les réseaux. C'est est-ce qu'aujourd'hui nous sommes encore un pays qui peut faire confiance à ses alliés dits historique, je pense notamment aux États-Unis, mais de rien, on entend toutes les analyses. On entend Trump est fou, Trump sait ce qu'il fait. Décidément, il y avait même eu, rappelez-vous, ce débat sur Donald Trump n'est plus du tout un partenaire, n'est plus un allié. Aurélien Duchesne, vous, comment vous observez ça? Tout d'abord, le fait que la France a sans doute été le pays européen le moins naïf, justement, envers les Américains. On était inaudible en Europe auprès de nos partenaires. On est sûr de ça, Aurélien Duchesne? On a eu quelques précédents quand, par exemple, on est parmi les premiers à dire que la guerre d'Irak de 2003 repose sur des mensonges et que ce sera un désastre. On a eu quelques coups de rappel au passage quand les Américains nous cassent, avec les Britanniques et les Australiens, un contrat sur les sous-marins en Australie en 2021. Mais pourquoi on était inaudible par rapport à nos partenaires? Parce que en même temps qu'on n'était pas naïf sur l'Amérique, on était plus naïf que les Polonais, les Baltes par exemple, sur la Russie. Ça nous rendait inaudibles en Europe. Mais est-ce qu'on a vraiment eu une absence de naïveté? Je me rappelle par exemple d'une ancienne ambassadrice de France à l'OTAN, Muriel Domenech, qui a alerté par exemple pendant l'élection présidentielle américaine en disant mais enfin écoutez, les Français et les Européens, on peut pas passer notre vie à regarder tous les 4 ans ce qui se passe outre-Atlantique en espérant. Oui, mais donc j'ai pas entendu objectivement beaucoup de dirigeants croire en une réélection de Donald Trump. J'ai pas entendu aujourd'hui beaucoup de dirigeants penser que, si vous voulez, avec Joe Biden, en réalité, malgré un premier mandat de Trump, on aurait été, on va dire, tout aussi pillé au niveau économique, au niveau de nos industries. Paul Azibert, vous, sur cette attitude française vis-à-vis des États-Unis, est-ce que vous pensez qu'on a fait, qu'on peut encore leur faire confiance, mais qu'on a toujours été, on va dire, lucide sur ce qui pouvait arriver? Non mais alors c'est pour ça, moi je vous dis, Maxime Liédo, ça ressemble de moins en moins à un débat parce que je reste d'accord avec Aurélien Duchesne quand même. Le but c'est plus qu'un débat, c'est une grande discussion. Et puis j'ai l'intention de continuer à me faire valider mon ESTA si je vais aux États-Unis, donc je vais limiter mes propos quand même. Mais je suis d'accord sur le fait qu'on a
pas été réellement naïf. C'est juste que la stratégie américaine, notamment de soft power et d'influence, est très forte. Ils utilisent en France, avec la French American Foundation et d'autres organismes, comme à l'international, notamment sur le continent africain et dans les zones en fait qui les intéressent, des outils d'influence qui sont très structurés et très forts. Aurélien Duchesne parlait de la crise des sous-marins avec la mobilisation en réalité d'ONG malaisiennes obscures qui avaient transmis des rapports. Mais si on remonte aux années 90, et nous en parlions la dernière fois que vous m'aviez fait le plaisir de m'inviter, Maxime Liédo, avec Eric Delbecq. En 94 même, les États-Unis mettent en place une agence de lobbying public qui peut utiliser toutes les ressources de l'État et qui arrive à nous voler un contrat Thomson au Brésil en nous menaçant. Donc je pense que la France n'est pas naïve vis-à-vis des États-Unis. Disons en revanche, qu'elle est en préparée, parce que vous citiez Thomson, je me rappelle d'un cas beaucoup plus récent, prenons Alstom, où quand même les États-Unis nous ont eu, alors vous prenez dans n'importe quelle position si vous voulez, on s'est fait avoir, et quand je vois aujourd'hui, on a même racheté pour le triple du prix, si vous voulez, les Arabelles qui étaient utiles et voire indispensables pour nos centrales nucléaires. Donc est-ce que, et je prends le contre-pied de vos échanges, est-ce que vraiment on a été, si vous voulez, suffisamment, tout à l'heure vous abordiez les mots de puissance et fort, est-ce qu'on ne s'est pas assoupi sur une certaine position en croyant que les États-Unis étaient toujours des bros et qu'en effet on n'avait pas vu Donald Trump, malgré un premier mandat si vous voulez, on ne l'a pas vu revenir, on n'a pas su anticiper qu'il serait beaucoup plus brutal, beaucoup plus violent. Si je peux me permettre, et tous les sujets dont nous parlons justement sur les questions de guerre économique aujourd'hui, ils nous sont tous arrivés avec des gouvernements démocrates aux États-Unis. Donc le fait que Donald Trump revienne et qu'il soit violent dans ses relations, on l'a peut-être vu venir. C'est juste qu'on n'a pas les codes du dialogue avec Donald Trump, puisque lui-même n'a pas les codes du dialogue et qu'il les fait bouger, mouvoir en permanence. Aurélien Duchesne. Tout à fait d'accord, et ça vient de dire Paul Azibert. Pardonnez-moi, auditeur, application de Sud Radio 0826 300 300. Justement, vous trouvez que la France a été naïve face à Donald Trump. On ne nous a pas suffisamment préparé. Idem avec Vladimir Poutine. Vous connaissez le numéro. Aurélien Duchesne. Paul Azibert a tout à fait raison. Les démocrates non plus à la Maison-Blanche nous ont pas fait beaucoup de cadeaux. C'est sous l'administration de Bill Clinton, par exemple, que, pour prendre cet exemple, vous avez toute une réorientation de la communauté du renseignement qui jusqu'ici était focalisée sur l'URSS pendant la guerre froide, qui bascule dans le renseignement économique pour nuire directement aux intérêts de pays européens, à commencer par la France et l'Allemagne, les Français et les Allemands qui se sont fait tailler des croupières pendant des années par des boîtes américaines. De l'autre côté, par exemple, vous citiez le cas de Alstom, on a aussi découvert à ce moment-là en France une notion qui nous était assez étrangère, l'intelligence économique. Oui. L'intelligence économique, c'est pas de la guerre économique. De nombreuses boîtes vivent de l'intelligence économique au jour le jour. Ça aussi, c'est le genre de choses qu'on apprend petit à petit, c'est que après Trump, ça va continuer. Joe Biden, pour terminer là-dessus, avait fait passer un énorme paquet d'investissements qui était certes bon pour le climat, pour la transition écologique, mais qui se faisait aussi au détriment des industries et des technologies vertes européennes. Sur l'intelligence économique, Paul Azibert, vous qui êtes justement directeur général de Vortigern, vous êtes confronté à ça au quotidien, c'est-à-dire, pardon d'y revenir, mais à quel point parfois des entreprises, des hommes politiques, des États sont, on va dire, toujours un peu surpris ou font semblant de tomber des nues quand on découvre qu'il y a de l'espionnage, quand on va dire il y a du sabotage de certains contrats, c'est chacun ses intérêts. Oui, mais revenez-y effectivement, Maxime Liédo, mais parce que c'est pour ça que nous disions, je pense, avec Aurélien Duchesne, il n'y a pas forcément eu de naïveté. En revanche, il y a eu une volonté de se tourner, ou en tout cas ça a été plus une collaboration et une évidence française de se tourner vers les États-Unis à l'époque. Après, oui, sur les entreprises, effectivement. Et sur nos intérêts à l'international,
et notamment nos intérêts même au niveau européen. On parlait de défense. Bon, il y a des tas de dispositifs et il y a certains politiques, je sais, qui pourraient y être sensibles, notamment dans le camp présidentiel. Mais on pourrait tout à fait essayer de taper plus du poing sur la table et de demander à ce que, si l'effort de défense, par exemple, n'est pas fait par certains pays, qui versent un certain montant pour ceux qui ont plus contribué à l'effort de défense. À l'international, si on parle de l'intelligence économique et des intérêts français et des intérêts européens, je pense que, et vous parliez de nouveaux alliés tout à l'heure, je ne veux pas prendre trop les devants sur l'émission, mais on a un certain nombre de dispositifs, de cadres, de choses à faire qu'on peut mettre en place. Mais alors, quid aussi de la Russie, mine de rien, vous, Aurélien Duchesne, qui avez écrit, qui suivez attentivement ce sujet, est-ce qu'on a été davantage ébloui, peut-être, par Vladimir Poutine que par un Donald Trump ou un continent américain, selon vous? Oui, je recommande un excellent livre de Elsa Vidal, La fascination russe, qui décrit, au fond, pourquoi les dirigeants français, tous bords politiques confondus, se sont autant trompés sur la Russie. Il y avait, par exemple, cette idée qu'on entend encore dans le débat public, l'idée, par exemple, que nous, on allait modérer, raisonner les dirigeants russes en leur expliquant que nous, on voulait un partenariat avec eux pour réduire notre dépendance, par exemple, à d'autres acteurs comme les États-Unis, et l'idée, enfin, que les dirigeants russes, Poutine au premier chef, avaient la même rationalité que nous. On disait, Poutine n'envahira pas dans l'Ukraine, c'est pas dans son intérêt, il se prendrait des sanctions massives, parce qu'on ne voulait pas concevoir, il n'avait pas la même vision que nous de ses intérêts. Et enfin, une dernière chose où on s'est trompé, c'était aussi cette idée que vous retrouvez pour le coup aussi bien chez le camp présidentiel il y a encore 3 ans que chez la France Insoumise ou le RN, l'idée que la France, son rôle serait d'être une puissance d'équilibre. Alors que non, les Chinois, les Russes, les Indiens... C'est tout sauf une puissance d'équilibre. Ce prétendre puissance d'équilibre, c'est l'assurance de ne rien faire, en fait. De vouloir voyager en première classe avec les billets de seconde ou boxer plus haut que notre catégorie. On l'a vu, on n'a jamais réussi à stopper Poutine par les mots, il ne comprend que la force. Nos amitiés à Jean-Noël Barrot pour les voyages à travers le monde, Aurélien Duchesne. Paul Azibert, le mot qui a été employé à l'instant par Aurélien Duchesne est celui de votre propos au début, à savoir que c'est le retour en force, mine de rien, et on va aborder cette deuxième demi-heure avec cette question de nos nouveaux alliés. Où se trouvent-ils? C'est le retour de la puissance et de la force dans lequel on n'a pas voulu croire forcément. Oui, absolument. C'est ça c'est complètement le retour de la puissance et de la force et de l'exercice de la force. C'est aussi peut-être le retour, et on l'espère, d'une nouvelle façon d'imaginer justement des partenariats, des nouveaux dispositifs, et notamment au niveau européen. Mais au niveau européen et certainement outre-Atlantique et autour de nous. 0826 300 300, qui sont ce nouveau les alliés sur lesquels la France peut réussir à se reposer. Vous avez le numéro du standard, vous avez également l'application Sud Radio. Nous restons en compagnie d'Aurélien Duchesne et de Paul Azibert qui nous accompagnent pendant encore une demi-heure. 13h30, vos commentaires, votre participation à la discussion. On revient dans quelques instants. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédo. 0826 300 300, c'est le numéro du standard pour vous glisser autour de la table pour échanger, converser avec nous, donner vos arguments, vous opposer aussi à ce qui est dit en plateau, notamment avec Aurélien Duchesne, consultant en géopolitique et défense, chargé d'études à Eurocréative. Vous pouvez voir régulièrement sur LCI, et son livre Russie, la prochaine surprise stratégique, est toujours en librairie et toujours aux éditions Erol. Merci d'être avec nous, mais également Paul Azibert, directeur général de Vortigen. On a fait, mine de rien, on a passé en revue les quelques alliés historiques de la France, les changements de paradigme qu'on avait pu avoir avec eux, puis la façon dont la France avait pu réagir, naïveté, pas naïveté, se pose maintenant, mine de rien, une autre question, et on le voit aujourd'hui dans la diplomatie active, et on va dire une attitude qu'on peut mettre au crédit du président de la République, Emmanuel Macron, d'être une sorte de phare dans cette Union européenne qui était un peu déboussolée. On se rappelle également de son mot sur l'OTAN qui était en état de mort cérébrale. Selon vous, aujourd'hui, où se trouvent nos nouveaux alliés? En Europe, en Asie, encore outre-Atlantique? Aurélien Duchesne. Si on commence par l'Europe, nos alliés se trouvent à l'Est, c'est-à-dire les pays d'Europe centrale et orientale, qu'on a souvent appelés improprement les pays de l'Est, comme ça on était encore à l'époque de la chute du mur. Ces pays d'Europe centrale et orientale, qui avaient été d'ailleurs beaucoup plus lucides que nous sur la Russie de Poutine, sur ses intentions. La proximité notamment. Oui, parce que par exemple, nous, les Polonais, les Baltes alertaient, ils ont aussi été annexés par la Russie pendant quelques siècles, donc
ça aidait. Et la France ne les prenait pas au sérieux. Là, on est en train de se rapprocher d'eux. J'en prends un seul d'exemple, la Pologne, avec lequel la France, le 9 mai prochain, va signer un traité de partenariat stratégique. Je rappelle que la Pologne, c'est depuis 30 ans le pays d'Europe qui se développe le plus au plan économique, et la Pologne, c'est demain la première armée de terre d'Europe. Ils auront 8 fois plus de chars, 50 fois plus d'artillerie dans certains domaines que la France. La Pologne, c'est le genre d'allié que la France peut avoir demain pour diversifier ses partenariats. Et Paul Azibert, vous, est-ce que vous êtes d'accord sur on va dire, les partenariats qui peuvent se trouver en Europe, ou vous, de par votre activité, vous pensez aussi qu'ils sont non seulement en Europe, mais également beaucoup plus loin? On voit ce qui a pu se passer, les échanges entre le président français et le président indonésien. On sait qu'on a vu des partenariats avec l'Égypte. On a vu le déplacement du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, pour, on va dire, rafistoler une relation avec la Grèce. Donc, en réalité, on peut en avoir sur la totalité du globe. En fait, je pense qu'il faut prendre deux choses. C'est d'une part, effectivement, les nouveaux alliés potentiels de la France, mais il faut regarder ceux avec qui on a déjà un certain nombre d'échanges. Quand on parle de l'Indonésie, en réalité, l'Indonésie est déjà un allié de la France. C'est juste que stratégiquement, il est indispensable aujourd'hui de renforcer certaines de nos relations avec, je pense, un certain nombre de pays. Si on parle de l'Asie, on peut partir de l'Asie centrale avec le Kazakhstan, qui est un pays avec lequel nous avons d'excellentes relations, mais qui est un carrefour diplomatique entre la Turquie, la Russie, la Chine et l'Europe, et qui est donc une mine à la fois d'énergie bien sûr, mais également de renseignement et de diplomatie, et qui aujourd'hui, par exemple, a son ambassadeur l'ambassadeur du Kazakhstan qui couvre l'Afrique est basé en Algérie. C'est pas un très bon signe pour les intérêts français, c'est vrai. Sur l'Indonésie, le fonds d'Anantara qui a été créé, lancé par le nouveau président. De près de 1000 milliards, je crois, de dollars à terme. À peu près 900 milliards aujourd'hui, 980 et quelques, et donc oui, presque 1000 milliards de dollars de fonds souverains. Donc effectivement, c'est au-delà d'être un nouvel allié, puisque c'est déjà un allié. En revanche, c'était une façon de repenser nos relations avec ces pays-là. Et si je peux terminer juste sur quelque chose que nous avons dit tout à l'heure, où nous parlions justement de la stratégie américaine, de la stratégie de chacun pour réussir à s'imposer, de la naïveté française. En fait, au-delà de ces nouveaux alliés, en quelque sorte, on a des anciens alliés. On a des pays que l'on traite peut-être pas suffisamment bien, plus suffisamment de la bonne façon. Et justement, pour tisser pour continuer à tisser le lien de votre pensée, il y a aussi ce qui se passe avec la Chine. Il y a beaucoup, par exemple, d'hommes politiques qui n'ont d'habitude jamais assez de mots forts pour condamner les régimes forts, les régimes dictatoriaux, qui sont les premiers aujourd'hui à nous conseiller, par exemple, de regarder du côté de la Chine, de tomber dans ses bras, de nouer de grands accords commerciaux. Tenez, par exemple, vous, auditeur de Sud Radio, avec votre parle hébreu au 0826 300 300, est-ce que la Chine doit devenir un nouvel allié fort de la France, à défaut des États-Unis, à défaut de la Russie? Je suis sûr que vous avez une opinion, vous avez le numéro des standards, vous avez également l'application Sud Radio. On est du côté de Bordeaux avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Maxime. Vous avez eu le bon réflexe, et vous, on peut le dire, vous êtes un vrai gaulliste. Dans notre première demi-heure, on essaye de définir ce que pouvait être la place en tout cas de la France au cœur de ces relations internationales, et vous êtes fidèle à la doctrine du général de Gaulle. Vous dites la France doit être en réalité entre les USA et la Chine, c'est ça? Et disons qu'il y a plusieurs niveaux. Alors effectivement, il y a les alliés de gré à gré, de pays à pays. C'est dont parlait l'intervenant précédent. Et là, plus que de nouveaux partenaires ou de nouveaux alliés, je pense que c'est notre doctrine, en fait, notre approche de ces pays-là qu'il faudrait changer. Pour avoir travaillé un peu au Vietnam il y a une vingtaine d'années, on avait une approche extrêmement, quasiment post-colonialiste et surtout très prétentieuse dans les affaires. Et c'était très impressionnant. Je vous donne un petit exemple. On travaillait, nous, à la mise en place d'un département d'intelligence au Vietnam pour développer des relations entre petites entreprises. Donc, et ça commençait à fonctionner. L'idée, c'était de faire remonter des informations de terrain, et puis c'était l'avènement des réseaux, donc on arrivait à l'informatique, donc on arrivait à lancer l'information très rapidement. Et finalement, cette chose-là fonctionnait très bien. Et en termes de budget, on avait finalement le choix entre le festival de Hue et puis cette dynamique qu'on avait initiée avec la Chambre de commerce française au Vietnam.
finalement, ce qu'on a retenu, c'était le festival de Hué, où les Français allaient exposer la haute couture et la haute gastronomie française au Vietnam avec un revenu moyen de $50. Voilà. Donc en fait, ce qui est extraordinaire, ce que vous nous expliquez, c'est que quand vous êtes allé au Vietnam pour essayer, on va dire, de mettre en place une véritable dynamique de développement ou d'exposition, vous êtes tout d'un coup retrouvé à avoir uniquement une vitrine de ce que la France savait faire de mieux, c'est ça ? Ouais, absolument, mais c'était complètement décalé. Si on arrivait vraiment avec notre prétention, nous savons vivre, nous sommes les droits de l'homme, nous avons de la haute couture, ce qui est pas faux, mais le sujet n'était pas là. Et on voyait nos petits compétiteurs anglais, allemands, italiens travailler vraiment en fait. Et du coup, on s'est complètement fait balayer. Le Vietnam, lui, s'est développé à une vitesse incroyable et on avait des gens très bien formés de HEC qui se permettaient d'envoyer des catalogues de mesures au gouvernement vietnamien qui devraient prendre pour développer leur pays. Donc pour le niveau de stratégie de pays à pays, effectivement, c'est un peu la mentalité qu'il faudrait changer. 0826 300 300. Oui, finissez Stéphane, finissez. Oui, après, au-delà des stratégies de gré à gré, il y a pour moi en fait une bascule à faire, et c'est celui des grands blocs. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, on s'est dit, on va faire une alliance avec les États-Unis, mais une alliance quasiment intégrée, voilà, et au dépend de la Russie. Alors qu'on a comment dire, une situation qui est absolument extraordinaire. On est dans le nord, on a à l'est la Russie, et on a à l'ouest les États-Unis. Donc il y a tout un Occident qui fait 1 milliard de personnes. Et l'idée, il y a une vingtaine d'années, c'était, faisons un grand bloc avec le Canada, les Russies. Alors il y a bien d'autres alliances, mais c'était un peu le cœur de la chose, pour contrebalancer il faut totalement changer de paradigme si on vous écoute, alors, Stéphane. Historiquement comme géographiquement, on a un poids incroyable et on est on est ensemble même culturellement. Vous avez les traditionalistes de l'Est et à l'Ouest voilà, une culture qui est beaucoup plus avant-gardiste, et on pouvait tout à fait jouer notre rôle pivot et notre rôle central. Voilà. Merci beaucoup Stéphane d'avoir appelé le 0826 300 300. Les réactions autour de la table sont contrastées. Je voulais réagir un peu négativement, Aurélien Duchesne, dans l'idée au bout d'un moment que bien sûr que la France avait la culture, la puissance géographique, militaire, économique, diplomatique, d'être une puissance d'équilibre. Alors Stéphane avait tout à fait raison sur 2 points à mon sens. Le premier, c'est sur une certaine arrogance française qu'on voit souvent, notamment alors dans des pays comme le Vietnam dont on n'a pas saisi le potentiel. Mais quand on parle de la vocation de serait celle de la France à être cette puissance d'équilibre, un peu un pont entre les deux mondes, je rappelle que côté russe, il n'y a pas de répondant. Oui. C'est-à-dire que là où nous, on a été souvent bercés d'illusions en se disant « Ah mais la Russie, ce sera un bastion des valeurs traditionnelles qui partage beaucoup avec nous, une culture européenne, chrétienne, etc. » faut regarder ce que les Russes disent depuis 30 ans. Où ils disent non seulement qu'on a un Occident décadent, amoral et dépravé, mais quand vous regardez ce qu'il y a dans les manuels scolaires, je prends un seul exemple, ils ont remis au goût du jour des auteurs comme Danilevski qui disait que la Russie était l'ennemi éternel de l'Europe. Et nous, en France, quand les Russes faisaient ça, on continuait de se dire « marchons dans les pas du général de Gaulle, marchons dans les pas de Pierre le Grand, le grand tsar russe qui s'était ouvert sur l'Europe ». Les Russes n'en veulent pas. Et enfin, l'Europe, c'est pas juste les pays d'Europe de l'Ouest, ce sont aussi des pays comme la Pologne, l'Ukraine, etc., dont la Russie nie la souveraineté. Et on peut pas passer par-dessus la tête de la moitié de l'Europe en se disant on va se rapprocher des Russes pendant que eux veulent écraser la moitié de l'Europe. Paul Azibert, je vous voyais réagir énormément au témoignage de Stéphane quand il évoquait parfois l'arrogance française, notamment à l'étranger, qui visiblement explique aux pays dans lesquels ils opèrent comment il faut se développer, comment il faut penser, comment il faut créer, comment il faut faire du commerce. Oui, mais absolument. Sur l'arrogance française, et pour reprendre les termes à la fois de Stéphane et d'Aurélien, on a plusieurs exemples. Donc, d'une part, notre attitude en termes de diplomatie publique. On est dans l'actualité. Demain, on a l'investiture du nouveau président gabonais, qui a pris le pouvoir en 2023, mais qui a été élu dorénavant et qui est investi demain. Qui envoie-t-on comme représentant? Benjamin Haddad.
ministre délégué excellent ministre à l'Europe. Excellent ministre néanmoins, mais peut-être pas ministre adapté pour aller vous, représenter quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus. Quand on veut remettre en place des liens, surtout avec le continent africain, où la France a en plus une charge mémorielle à assumer, et pourtant une possibilité et pourtant à former. Et à des échanges très forts avec un certain nombre, non pas de leaders africains, mais non pas de leaders politiques et d'État et de gouvernement, mais de leaders. C'est ça qui est dommage, c'est que on a cette attitude publique. On a peut-être pas misé aussi suffisamment sur, justement, quand on parle du continent africain, sur le nombre de leaders, notamment ivoiriens, notamment dans les pays qui sont encore amis et qui assument d'être amis avec la France et avec l'Europe. Il vaut mieux miser sur les gens qui ont été formés en France et sur leur capacité à créer une diplomatie parallèle, plutôt que d'être toujours dans une attitude arrogante d'explication de ce qu'il faut, de ce que le gouvernement devrait faire. Si on veut faire de la coopération, alors mettons des cadres de co-investissement commun avec les puissances, mais misons sur l'intelligence et sur la force des leaders. De nouveaux partenariats, et je me souviens de nombreuses anecdotes que vous avez racontées en grande partie d'ailleurs à cette antenne, Paul Azibert, sur la prétention notamment de grandes boîtes arrivant en Afrique, essayant de prendre des marchés à tort, justement en ne respectant pas, en ne comprenant pas parfois la dynamique qui était déjà installée dans beaucoup de ces pays. On avait parlé de la Côte d'Ivoire, vous aviez parlé de tous ces pays-là en disant mais en réalité on a essayé de leur expliquer comment vivre. 0826 300 300, on partira du côté notamment de Thonon-les-Bains pour poursuivre cette discussion. Où se trouvent les nouveaux alliés de la France? Et on poursuit le dialogue avec Aurélien Duchesne et Paul Azibert. Vous êtes sur Sud Radio, on attend votre parler vrai. À tout de suite. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédo. 0826 300 300 pour les appels, participer, échanger ou apporter un peu de contradiction à nos deux interlocuteurs. Aurélien Duchesne, consultant en géopolitique et défense, chargé d'études à Eurocréative, on l'aperçoit souvent sur LCI, aux éditions Erol, son livre La Russie de Poutine contre l'Occident, et Paul Azibert, directeur général de Vortigen. Et c'est à vous que je laisse la parole, Paul, parce que vous étiez en train de nous raconter un peu pendant la pub, en réalité, à quel point la France n'a pas su anticiper pour différentes raisons l'émergence en Afrique d'énormément de talents, d'énormément en réalité de forums, de réunions qui sont en fait les centres du monde, et visiblement il n'y a que la France pour ne pas avoir su prendre le pas. Vous parliez en réalité en permanence d'une différence de rythme. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a que la France, surtout pour laisser tomber des alliés stratégiques à ce point. C'est surtout ça. C'est fort ce que vous dites ça. Je vous remercie. Mais c'est-à-dire que d'une part, on se rend compte que, et on parlait de défense tout à l'heure, que se passe-t-il? Pourquoi un certain nombre de pays se sont détournés de la France? C'est parce que leurs élites montantes ne sont plus allées se former en France, mais sont allées se former en Russie, notamment aux questions d'armement. Et donc après, forcément, lorsqu'elles sont arrivées en état-major, on fait des commandes plutôt aux Russes qu'aux Français. Nous, on oublie de miser sur les élites du continent africain. On est toujours du côté du gouvernement et des États à donner des conseils, mais on oublie peut-être de miser sur un certain nombre d'élites. Et puis, il y a des rendez-vous au niveau du continent, comme par exemple en Côte d'Ivoire avec l'Africa CEO Forum. J'essaie d'être toujours dans l'actualité, Maxime, hein, vous me pardonnerez, mais bien sûr. Et de me raccrocher, mais c'est dans 10 jours, il va y avoir l'ensemble des grands groupes internationaux qui vont être présents. À l'heure où on a les BRICS+, qui sont en train de se monter justement, et que la Russie joue un rôle essentiel, que l'Algérie joue un rôle, mettons du co-investissement, misons sur le business en fait avec les États. L'Europe est devenue un frein pour la France, et visiblement ce que pense Sven qui nous a appelé au 0826 300 300. Bonjour Sven. Oui messieurs, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous, c'est ce que vous pensez, c'est-à-dire qu'on parlait à un moment de la prétention, à un moment du retard peut-être sur certains grands dossiers stratégiques. Vous dites qu'un élément important de ce frein, c'est l'Europe. Bien sûr, le meilleur allié de la France est la France. Je fais partie de cette génération qui a fait son service militaire. Peut-être qu'entre nous quatre, je dois être le seul. Évidemment, je suis un peu plus vieux. Nous étions à l'époque fiers et c'était une armée qui fonctionnait. Nous avons une puissance nucléaire en France qui risque d'être donnée aux Allemands pour un conflit en Ukraine qui n'est pas le nôtre. On ne s'adresse pas à Poutine par la force parce qu'il faut être rusé. Les Russes jouent aux échecs et nous jouons au petit tennis ou au ping-pong avec une petite balle. Et
le seul sursaut pour la France aujourd'hui, c'est de quitter cette Europe et de renforcer vous êtes pour nos le frontières. fameux Frexit. Je suis à 200% pour le Frexit et on gère notre pays par nous-mêmes avec des politiques qui sont de vraies politiques et on arrête d'écouter toutes ces balivernes qui ne sont que des endormissements, des grosses piqûres d'anesthésiants. Sven, restez un peu avec nous pour faire une vraie conversation, notamment avec le camarade Aurélien Duchesne qui est en train de froncer les sourcils pour dire je ne suis pas d'accord, Aurélien Duchesne, sur ce que vient de dire, qui est quand même un sentiment souvent partagé par un bon nombre de compatriotes, que ce soit sur le volet international, sur le volet économique, sur le volet diplomatique, sur le volet industriel. Beaucoup de gens se disent en réalité l'Europe, la Commission européenne est une machine à normes, c'est une machine à nous ralentir, c'est une machine à nous étouffer. C'est ce que dit Sven en réalité. Oui, c'est d'ailleurs plus qu'un sentiment, parce que je méprise pas du tout, par exemple, par exemple, tous ceux qui peuvent se dire que l'Europe est déconnectée de nous, de l'agriculture jusqu'aux questions de défense. Et je veux bien comprendre, par exemple, que l'Europe ne fasse pas rêver. Bon, en attendant, il y a des gens qui meurent drapeau européen à la main en Ukraine ou qui manifestent pour en Géorgie parce qu'ils se rappellent que l'Europe, c'est la garantie d'un certain modèle de société. Mais que veut détruire vous comprenez aussi, pardonnez-moi Aurélien Duchesne, je ne sais pas si c'est le cas de Sven, vous le direz, mais peut-être que certains se disent, peut-être à tort, que l'Ukraine n'est pas notre combat. Sven, je ne sais pas si vous pensez cela, vous, à titre personnel, mais... Alors, à titre personnel, le combat ce qui se passe actuellement en Ukraine a débuté en 2014, a débuté même auparavant, lorsque l'OTAN a certifié à la Russie qu'elle n'irait pas plus à l'Est. Je suis allé en Allemagne de l'Est à l'époque du bloc, je suis allé en Pologne, on parle français là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'aujourd'hui, on arrive carrément aux portes de la Russie et Poutine réagit, on se dit « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le grand méchant. » C'est pas le grand méchant, il protège son territoire comme la France devrait le faire. Est-ce que vous faites partie des gens qui disent assez régulièrement, de manière peut-être un peu simpliste, qu'en réalité, quand on regarde ce dossier, les torts seraient partagés? Alors, c'est quand même plus compliqué que cela, parce qu'évidemment, il y a une intrusion russe, je suis entièrement d'accord, mais rappelons-nous de ce qui s'est passé à Cuba dans les années 60, où des missiles russes avaient été positionnés sur cette île, les États-Unis ont réagi, nous sommes passés à 2 doigts d'une guerre nucléaire, il y a eu des accords, des gens intelligents ont discuté entre eux, et ça s'est arrêté. Donc aujourd'hui, la malheureuse guerre en Ukraine, c'est ce gouvernement ukrainien qui a lancé la guerre. Le peuple ukrainien est pris en otage, donc bien évidemment que tout mon cœur se dirige vers le peuple ukrainien, mais pas vers... Mais pour vous, il y a un problème à la tête du pays. Merci Sven d'avoir partagé et surtout d'avoir parlé vrai au standard de Sud Radio 0826 300 300. Aurélien Duchesne, en réponse au camarade Sven, que je remercie et qui nous saluait de Thonon-les-Bains. Pour répondre très brièvement à ce que disait Sven, il y a une première chose, c'est que jamais nous n'avons promis aux Russes que nous n'intégrerions pas l'OTAN. Même Poutine le disait à une époque. Poutine, j'invite Sven à le vérifier lui-même sur le site du Kremlin de la présidence russe. Poutine, en 2002, disait qu'il n'y avait aucun problème à ce que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Et Gorbatchev, ancien dirigeant soviétique, lui-même a dit jamais les Occidentaux nous ont promis de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est. Donc non, la Russie a agressé l'Ukraine gratuitement et a réinventé des mensonges par la suite. Une dernière chose, les Russes ne jouent pas aux règles, ne jouent pas aux échecs, parce qu'aux échecs, on a des règles. Et Poutine n'a respecté aucun des accords qu'il a passés avec nous. Paul Azibert, le mot de la fin sur justement cette nécessité d'aller regarder ailleurs les nouveaux alliés, peut-être une fois de plus la nécessité de changer de paradigme en quelques mots. Mais en quelques mots, avant de changer de paradigme, justement, continuons à faire ce que la France sait faire le mieux, c'est-à-dire de la diplomatie et entretenir nos alliés historiques. On est dans les tours de table, on existe encore, notamment en République démocratique du Congo, qui est un sujet qui est important. Et puis, si on parle de sujets européens, au lieu de vouloir tout casser et sortir de l'Europe, peut-être qu'il faut plutôt repenser les politiques communes de l'Europe et peser là-dedans. Mais je vous rappelle qu'on a quand même de la dette, que le PPE s'est réuni avec les Allemands il n'y a pas très longtemps et que des mots du président du PPE on est censé être quand même dans la roue des Allemands aujourd'hui. Le mot de la fin est signé Paul Azibert, directeur général de Vortigen, que je remercie d'avoir participé à cette dernière heure de débat consacrée à cette question majeure, mine de rien, qui sont les nouveaux alliés de la France. Je remercie également Aurélien Duchesne, consultant en géopolitique et défense, chargé d'études à Eurocréative, auteur aux éditions Hérold, de la Russie de Poutine contre l'Occident. Pour ma part, je vous laisse entre les mains du retour du patron à partir de la semaine prochaine et vendredi prochain.
prochain Alexis Poulain. Je tiens à remercier le camarade Julien à la réalisation, le camarade Manu, mais Emmanuel qui gère mieux que personne les auditeurs. J'ai fourché comme d'habitude l'équipe des réseaux sociaux, Aurore, Laura, Elvin. C'est grâce à lui qu'on a eu cette charmante idée d'inviter Laurent Valdiguier sur le procès Pellico, évidemment l'indispensable Maud pour les sujets et les invités qui, grâce à elle, ont pu venir jusqu'ici. Faut retrouver dans un instant Brigitte Lay, bien sûr, et en fin de journée, entre 17h et 20h, les vraies voix par Frédéric Brindel. Merci, c'est toujours un plaisir de vous accompagner sur Sud Radio. Le Parler Vrai, il est 13h58 et continuez à écouter Sud Radio pour avoir la certitude de passer une très bonne après-midi.